C'est pas hyper explicite non plus, je trouve, en tout cas. Je crois que je m'attendais à bien pire vu le traitement médiatique de ce bouquin. Bonjour, bienvenue, ici votre bon vieux Jadot. On entend de plus en plus parler de la dark romance. Est-ce que ce serait un genre littéraire dangereux pour les jeunes filles? Eh bien, j'ai lu le plus populaire d'entre eux et on va décortiquer tout ça ensemble. Bienvenue dans mon petit nid d'amour. Oui, je sais, c'est très cliché. Si on cherche un logement sympa, un peu romantique en région Île-de-France et qu'on cherche logement avec jacuzzi, on peut tomber sur des bails. Je préfère vous prévenir. Ce lit derrière, vraiment. Attendez, je prends un petit ballon. Oh non, ils sont en forme de cœur, j'avais pas vu. J'ai donc décidé de lire Captive de Sarah Rivens. C'est un beau bébé quand même, il y a beaucoup de pages, il en fait un peu plus de 500 et il y a écrit de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Je reçois encore très régulièrement, depuis que j'ai sorti mon documentaire sur la littérature sur TikTok, la lecture sur TikTok, les pratiques des jeunes, etc. Je reçois vraiment très souvent des demandes d'interview pour parler de dark romance, le danger que ça représente. Et en fait, ça me titille un peu. Et je me suis dit, bah vous savez quoi, je vais faire une vidéo où je vais en parler tranquillou et juste donner mon avis. Est-ce que c'est dangereux, est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que la littérature, ça peut être dangereux? Pourquoi est-ce que d'un coup tout le monde s'excite sur ce genre littéraire? Donc on se retrouve au sein d'un réseau criminel. Waouh, ça commence bien. En gros, on est dans un réseau criminel et il y a ce qu'on appelle les captives dans ce réseau et c'est un peu censé être des petites filoutes. En général, c'est plutôt des meufs et elles se faufilent un peu partout pour essayer de faire des enquêtes, c'est ça? Oui, voilà. Elles sont l'ombre des plus grands réseaux, les représentantes de leur chef, aussi appelés possesseurs. Bon, ça on y reviendra, on n'est pas très fan. On a donc le personnage de Ella qu'on va suivre. Elle est captive depuis son adolescence contre son gré et elle, la personne qu'elle avait comme possesseur, il l'a pas utilisée pour je sais pas, mener des enquêtes, ce genre de choses. Non, c'était uniquement à des fins de type sexuel. Écoutez, on tente la démonétisation, c'est pas grave. Et du jour au lendemain, ce gros bâtard, il la revend à quelqu'un qui s'appelle H. Et donc du coup, cette captive, et là, elle est en mode, oh là là, ça a l'air d'être le pire moment. Donc je vais commencer à lire ça tranquillement, et puis je vous parlerai un peu de mon avis de manière générale, et puis on touchera un peu à d'autres sujets. J'ai lu un petit peu là de captive. Déjà, il y a un trigger warning. Je vais vous le lire. Oh là, je sens que ça va crisper des gens, je vais pas faire ça. Captive est une dark romance qui ne rentre pas dans les codes de la romance classique. Romance y rime avec violence et certaines scènes peuvent surprendre les lecteurs non avertis. Trigger warning, mention de viol, violence physique, langage violent. J'ai l'impression que c'est un truc qui est beaucoup utilisé en ce moment. Les trigger warnings, ça ne sert à rien. Il y a 2 études en mars 2020 qui ont été faites par le New York Times et qui prouvent leur inefficacité. Et plus récemment, en septembre 2024, Harvard est venu à peu près aux mêmes conclusions. Ils ont fait une méta-analyse, je cite, concernant les fameux trigger warnings, ça fait même plutôt l'effet inverse. Ça peut accroître l'anxiété, ça peut créer du stress de voir écrit ces termes-là sur papier et ça peut encourager l'évitement à gérer ce type de problème. Si on a pu avoir typiquement des violences physiques, bah, ça peut créer vraiment on essaye de s'échapper à tout prix de ça, de ce qu'on a pu vivre. Dès le début, en gros, Ella est encore captive chez John. Elle nous raconte un peu ce qu'elle y a vécu, à savoir des atrocités par plein de mecs un peu dégueux. Donc ces premières pages-là sont pas très fun, mais ça nous est un peu raconté sous forme de souvenirs ou sous forme de rêves. Et c'est pas hyper explicite non plus, je trouve, en tout cas. En fait, je crois que je m'attendais à bien pire vu le traitement médiatique de ce bouquin. J'étais en mode, ça y est, il va se passer des dingueries dès la page 3. Il se passe des dingueries, hein, attention. Mais au début, je trouve, ça va. Et donc, du coup, elle arrive chez H, qui, lui, n'est pas du tout fan des captives. Et c'est quelqu'un dans la famille, en gros, qui lui a dit, non, mais tu vas avoir une captive, elle va partir de maintenant, c'est bon flemme. Donc, il la déteste. Et premier soir, il la fout dans une cave où elle a extrêmement froid, elle frôle l'hypothermie. Ça, c'est pas dingue, c'est pas très respectueux comme comportement. Et à partir de ça, va y avoir d'autres personnes du réseau avec qui elle va pouvoir échanger. Et elle va notamment rencontrer les femmes du réseau. Et comme par hasard, c'est les plus sympas, les plus désintéressés. Et attendez, où est-ce que j'ai mis mon thé ? Et elle va se faire petit à petit à cette nouvelle vie avec plus de liberté. Elle va finir par avoir sa propre chambre, par pouvoir acheter des vêtements et commencer ses premières missions en tant que captive. Où par exemple la première mission c'est un truc où elle sort, elle est en robe, etc. Genre première fois de sa vie limite qu'elle met une robe, qu'elle est maquillée, elle est en mode oh waouh, en fait j'étais jolie sous tout ça. Ça c'est un peu le cliché de certaines romances. Et elle fait ses premiers trucs, mais vraiment Asher, il est pas sympa le gars. En fait il est exécrable. En gros elle fait ses fameux cauchemars dont je vous parlais. Donc il la réveille en hurlant et la première fois que ça arrive il lui dit c'est la première et dernière fois que tu me réveilles, la prochaine fois je t'étrangle. Genre, excusez-moi, ça arrive de faire des cauchemars. Enfin, vraiment, pas très sympa le boug au premier abord. Mais par contre, il est musclé, il a des tatouages. Donc on se dit, oh, peut-être il va devenir gentil parce qu'il est beau.
Bref. Je voulais aussi vous faire une mini-histoire de l'origine de la dark romance parce que moi-même je ne savais pas d'où ça venait. C'est né aux États-Unis en 2013. C'est sorti donc par le biais de l'auto-édition avec une série qui s'appelle Monsters in the Dark de Pepper Winter ou encore The Artist Trilogy de Karina Hale. C'est un peu à ce moment-là où il y aurait un début de quelque chose. Sinon, ce qui est cité comme influence du genre un peu plus tôt, il y a Histoire d'eau. Et sinon, en France, on n'a pas tant d'autrices que ça. Les quelques titres qui sont cités, c'est Captive in the Dark, le diptyque de C.J. Roberts, publié en 2015 chez Pygmalion. Et après, c'est plutôt en 2017 qu'on va avoir les premiers titres ouvertement de ce genre. Une petite citation, je suis allée regarder dans les médias. Laurence Houlot, elle l'évoquait par exemple sur France Info le 6 avril 2017. Elle disait « Young Adult, Dark Romance, New Adult, Littérature ou Marketing, enquête au Salon du Livre de Paris ». Donc voilà, c'est un papier où il y avait un peu tout dans la même catégorie. Le genre en France a surtout été rendu populaire grâce à des traductions de romans britanniques et américains. Mais revenons un petit peu à notre résumé de Captive, maintenant qu'on a fait le point sur la Dark Romance. Alors, je spoil un peu, hein. J'espère vous m'en voudrez pas, mais il faut qu'on parle du livre. C'est un peu long, je crois que je suis autour de 200 pages. Et en fait, pour le moment, c'est juste Ash, il est pas content de l'avoir un peu dans les pattes. Il fait plein de trucs sournois, genre le matin, il la réveille en lui balançant des glaçons à la gueule. Un jour, il en a marre d'elle, il la laisse dormir dehors. Enfin, ça ne va pas, que des trucs de l'ordre de la maltraitance. Et il est vraiment en mode, c'est moi ton possesseur, machin, etc. Enfin bref, c'est pas un très bon hôte de maison, voilà. Et pour vous parler un petit peu de Sarah Rivens, je suis allée voir quand même sa petite biographie à la madame parce qu'elle est très très jeune. En fait, elle a été connue sous plusieurs pseudos, mais surtout celui de The Blur Girl. Elle a commencé à écrire sur Wattpad, des amis l'ont encouragée, etc. Et en fait, ça a pris tout de suite, ça a hyper bien marché. Surtout, l'une des explications en tout cas, ce serait que c'était pendant le Covid. Ça a créé le buzz sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, avec le hashtag Captive Wattpad. Elle a donc totalisé sur Wattpad plus de 20 millions de lectures. C'est pas dégueu, bravo Sarah. Et Hachette a rapidement repéré le potentiel de ce livre et ils ont donc racheté les droits, tout simplement. Le livre papier, celui que j'ai dans les mains, il a été publié en août 2022 à 10 000 exemplaires. Donc sympa, mais ils n'ont pas pris trop de risques non plus. Et là, bim, premier jour, rupture de stock. En février 2022, 140 000 exemplaires de Captive s'étaient écoulés. Et pour le troisième tome de la trilogie, l'éditeur annonce un tirage à 200 000 exemplaires qui, j'imagine, vont se vendre très rapidement. Et aujourd'hui, c'est l'autrice algérienne la plus lue au monde. Voilà. Et je vais aller dans le jacuzzi, parce que oui, il y a un jacuzzi. Allez, je vous emmène. Merde. Oui, j'ai coupé un peu toutes ces histoires de jacuzzi, machin. Peut-être que déjà je gère pas très bien et que j'en ai foutu partout. Mrs, c'est moi. Allez, petit coup de champomis. Je vous avais déjà parlé un petit peu des personnages féminins. Et je trouve qu'il y a vraiment une forme d'entraide entre toutes les meufs. Il y a Kira que j'aime trop et il y a Ali. Il y a différentes personnes, il y en a c'est des captives, il y en a c'est plus elles gèrent le réseau, enfin il y a différentes choses. Et il y a des moments réunion de famille. C'est vraiment cliché, genre c'est la dynastie des Scott et ils ont un énorme manoir à Londres où du coup ils vont faire une énorme soirée de famille. On voit que Ash il est pas bien parce qu'il y a sa maman et apparemment il veut pas voir sa mère, mais on sait pas trop pourquoi à ce moment-là. En tout cas il y a plein de trucs un peu comme ça et vraiment je commence déjà à ne plus rien voir. Et Asher, de son nom complet, Asher Scott, ça se voit qu'il se dragouille. C'est limite un peu collégien quoi, ça s'envoie des vannes, c'est en mode hihi, c'est pas moi qui craquerai le premier, non c'est toi, hihi, enfin... Ça, je suis moins fanat. Et il y a une citation dans le livre, j'arrive plus à la retrouver. Je l'ai plus mot pour mot, mais je sais que c'est dans le chapitre 20 ou 21. Et il est énervé, ce monsieur est toujours énervé. Et il lui dit, alors, soit je casse un truc, soit je te démonte sur le canapé. Doucement, monsieur, on va rien démonter du tout, on travaille pas chez Ikea. Et donc, c'est tout ce truc pendant plein de pages où elle lui résiste, non, c'est lui qui lui résiste. Et elle continue de faire des cauchemars, passe une nuit dans le même lit. C'est quand ils sont à cette fameuse soirée de famille parce qu'il y a l'air d'avoir un autre membre de la famille d'Ash qui clairement voudrait se faire Ella et pas forcément avec son consentement. Donc il essaie plusieurs fois d'entrer dans sa chambre pendant la nuit. Et donc Ella, elle demande à Ash, elle dit est-ce que s'il te plaît tu peux venir dans mon lit, genre enfin dormir dans ma chambre, je suis paniquée. Il lui dit vas-y c'est bon, fais pas ta relou. Elle insiste, elle insiste, elle insiste. Au début il lui dit c'est mort, tu dors par terre, le fameux coup de il n'y a qu'un lit, on connaît. Et au bout d'un moment la pauvre elle est glacée et tout, donc elle monte dans le lit. Et c'est un peu leur première rapprochement. Elle refait une sorte de cauchemar et il lui dit tiens-toi contre moi Ella, et c'est la première fois qu'il l'appelle Ella et pas ma captive ou quoi que ce soit. Et c'est leur premier beau moment où en vrai il arrive à l'apaiser.
Et donc c'est pour ça que je suis un peu en mode, pour moi c'est pas un personnage trop toxique, genre j'ai lu plein de trucs sur ce livre en mode culture du viol, sexisme, syndrome de Stockholm. Alors oui, il y a plein de trucs, c'est vrai, mais finalement Ash, le protagoniste masculin, il a un effet relativement positif sur elle, puisque à plusieurs moments dans le livre, lorsqu'elle a des sortes de crises d'anxiété, crises de panique ou qu'elle fait des cauchemars, il va être là en lui disant et là c'est moi, je suis là, genre et la rassurer. Et j'ai extrêmement chaud, vraiment j'ai mal dosé la température, donc je vais sortir d'ici très vite. On sait pas pourquoi, c'est un peu la seule personne qui arrive à la rassurer. Il l'appelle Ella quand il la rassure, et par contre après ça lui arrive qu'il lui refasse des trucs vraiment pas cool ou qu'il l'appelle ma captive, machin, mais en tout cas il y a jamais rien de sexuel entre eux. Ils respectent le consentement. Dieu merci. Alors qu'elle, dans sa vie, c'est tout le problème, c'est qu'elle a été victime de viol plusieurs fois, que du coup pour elle, le rapport aux hommes est très compliqué, le rapport au corps, etc. Lui, il arrive en tout cas à la rassurer, ou juste ils respirent ensemble, et genre comme quand tu fais une crise d'angoisse, faut juste respirer, mais en tout cas ça marche beaucoup mieux quand c'est avec lui, et qu'elle peut poser sa main sur son torse avec ses beaux tatouages. Je te comprends ma belle. Et donc à plusieurs moments dans le livre, on a ces fameux passages qui reviennent sous forme de cauchemar. On a un bout qui fait genre ça, la fin de ça et ça. Donc bon, c'est pas très plaisant à lire, mais ça dure pas 1000 ans non plus. Il y a quand même plusieurs choses qui se jouent dans ce livre dont je voulais vous parler. Déjà, il y a le complexe du sauveur que Ella va complètement avoir par rapport à Ash. C'est, vous savez, cette idée de je peux le réparer. Il a eu des problèmes dans son enfance, mais moi je peux l'aider. Il faut tracer sa route très vite. Elle, malheureusement, elle ne peut pas. Mais je le dis à toutes les go qui me regardent, 2025, on arrête le complexe du sauveur. Souvent, c'est des personnes qui ont vécu elles-mêmes des choses très difficiles, qui en fait n'ont pas été sauvées et auraient aimé être sauvées. Et donc Ella, c'est complètement ce qu'elle fait avec Ash. On a aussi le mythe du bad boy qui est tatoué partout, il fume, il parle mal, etc. J'avais fait une vidéo là-dessus à l'époque, donc ça commence à dater, mais les informations sont encore complètement valables, je peux m'auto-citer. Le mythe du bad boy, ça remonte à 1817, donc c'est pas d'hier, avec Manfred de Lord Byron. C'est un anti-héros, il est sombre, tourmenté, va par le passé, il pense qu'à lui, et c'est à partir de ce livre qu'on va utiliser le terme héros byronien pour parler un peu voilà, de ces personnages tourmentés. C'est ni le premier ni le dernier bad boy de la littérature ou homme toxique même, hein. Je pense qu'il y a des tonnes et des tonnes d'exemples. Je vais clairement aller sur ce terrain-là. Est-ce qu'on peut parler d'Hamlet, de Shakespeare? Voilà, clairement, comment il traite Ophélia. Moi, je suis pas très fan du délire. À mon avis, ce qui dérange dans la dark romance, c'est pas tant que ça les hommes toxiques, parce que dans la littérature même classique, il y en a des tonnes et des tonnes. Il y a Monsieur Rochester, il y a Dorian Gray ou encore Humbert Humbert, et je pourrais en citer des tonnes et des tonnes d'autres. Je me permets de me mettre moi-même en pause pour me demander si ce qui dérange, c'est pas qui écrit ces livres et surtout qui est-ce qui les lit. Est-ce que c'est une sorte d'élite? Est-ce que c'est la masse, etc. Et surtout, est-ce qu'on a le recul pour répondre à ces questions, puisque parfois, certains livres ont été écrits justement par des personnes qui faisaient partie plutôt du peuple et ont été reconnus comme étant de grands classiques plus tard, etc. On a aussi un dernier truc qui se joue, c'est le syndrome de Stockholm, où en gros c'est quand une personne se fait enlever mais qu'elle finit par ressentir soit de l'affection ou du désir pour la personne qui l'emprisonne. Là c'est clairement ça, elle compatit avec lui. Plusieurs fois il est violent avec elle. L'un des premiers trucs qu'il fait, que j'ai pas raconté, qui est violent de fou, l'un des premiers trucs qu'il fait quand ils se rencontrent, il est un peu en mode t'es dans mon chemin, la prochaine fois ça fera plus mal que ça si t'y es encore. Elle dit comment ça, et il lui met la main sur une plaque brûlante. Pendant des jours elle a la main défoncée, et donc il y a plein de trucs comme ça hyper abusifs. Et en fait, elle est en mode, en fait, j'ai déjà connu des comportements abusifs, cette fois, je me laisserai pas faire. C'est bon, j'en ai marre, elle est en mode fuck, one life. Et donc, du coup, elle le remet régulièrement à sa place. Et c'est pour ça que je vous disais le côté un peu collège et tout, on s'en va des pics. Mais à ses risques et périls, il y a des fois où ça le fait rire, il y a des fois ça le fout en rogne. La meuf n'a plus rien à perdre. J'ai continué ma lecture. Franchement, c'est long, je m'ennuie un peu. Les histoires de gang, moi, j'y crois pas trop. L'histoire d'amour, honnêtement, on a envie de dire, s'il vous plaît, genre, faites un truc. Que juste vous faire des petits bisous par-ci, par-là et d'être en mode qui va craquer le premier. Genre, ils se lancent des défis. À un moment, ils adoptent un chien. Ash ne veut absolument pas le garder. Et c'est en mode, si tu m'embrasses, on se débarrasse du chien. Et elle est en mode, si tu m'embrasses toi, eh ben, on garde le chien. Et finalement, il est en mode, ah non, je peux pas te résister. Du coup, on garde le chien. Ça manque, ouais, de vraies scènes, limite des belles scènes d'amour, quoi, comme on pourrait en
lire dans d'autres livres et où c'est agréable et où ça se lit bien. Ce qu'on comprend, c'est que Ash, il a été désigné pour s'occuper du gang et de la mafia familiale contre son gré suite au décès de son père. Et en fait, son père a été tué par son demi-frère. Et en fait, Ella, elle l'a rencontré à une soirée sans le savoir. Donc il y a des petits rebondissements quand même que j'ai bien appréciés vers la fin. Et donc Ash, il va avoir qu'une envie, c'est de venger son père. C'est son demi-frère, donc sa maman aurait trompé son père et c'est pour ça que Ash, il peut pas blairer sa mère. Et le demi-frère, lui, il veut récupérer tout le gang alors que Ash, ça a été fait un peu contre son cœur, contre son gré. Il voulait pas, mais son frère plus âgé ou je crois son cousin, je sais plus. C'est très familial hein, comme entreprise. Il était tellement dévasté qu'il pouvait pas alors que Ash, il était un peu genre la tête sur les épaules, ok je gère, etc. Quand on apprend donc toutes ces histoires, Ash, il va essayer d'aller tuer William, le demi-frère, et en gros, Ella va faire un truc qui est considéré comme bête. Elle va s'interposer entre les deux au moment où William va tirer sur Ash. Et en gros, William il était en mode jusqu'ici je sais que t'as rien à perdre donc ça vaut pas le coup. Maintenant je sais que t'as quelque chose à perdre et c'est elle, c'est pas juste ta captive, genre je sais que t'es amoureux, etc. Et donc du coup, là, bim bim bim, il y a des coups de feu et là elle va confier qu'elle est amoureuse de Ash et il va lui dire genre pars, genre casse-toi. Et à partir de là, bim bam boum, il la vire, il lui donne quand même de l'argent pour tout son travail, il lui dit de partir à Londres très loin et bim, plus de nouvelles, fin du roman. On a toujours pas Ken, quand même, 550 pages, faudrait bourlinguer un petit peu, mais bon, voilà, c'est que mon avis. Le mot psychopathe, il est utilisé toutes les deux lignes. Vraiment, j'ai été un peu étonnée de me dire, mais en fait, l'éditrice, elle a fait quoi? Elle a repris le Wattpad et elle l'a pas corrigé. Genre, les seuls mots pour le définir, c'est H, le psychopathe, le démon. Et même une fois qu'il y a des rapprochements physiques et tout, elle continue de l'appeler le psychopathe. Je suis en mode, ma belle, tu vas pas coucher avec un psychopathe dans ce cas-là, il faut se positionner. Et il y a un soir, il se passe un truc, il lui dit d'aller dormir chez une amie parce que sinon, il va pas pouvoir se contrôler. Et là, moi j'étais en mode, oula, ça c'est non. Ça vraiment, on a dit, c'est non, on arrête. Ce mythe-là de les hommes ne peuvent pas contenir leur désir sexuel, c'est non. Pour ça, j'ai des chiffres. Vous savez, j'adore les chiffres. Déjà, d'après une étude réalisée par l'Ipsos et l'association Mémoire traumatique et victimologie en 2019, c'est une enquête qui s'appelle Les Français et Françaises et leur représentation sur le viol et les violences sexuelles. 57% des Français françaises pensent qu'il est plus difficile pour les hommes de maîtriser leur désir sexuel qu'il n'est que pour les femmes. Alors qu'en fait, c'est juste question d'éducation. C'est-à-dire que les pulsions des hommes, s'ils en ont, ça fait des êtres virils, etc. Nous, ça fait de nous des biatchs. Faut savoir aussi que le lien entre la testostérone et le désir sexuel, il a été remis en question par une étude du chercheur Sarivan Anders. Elle a été publiée en mai 2012. Elle s'intitule, si jamais vous voulez aller la voir, Testosterone and Sexual Desire in Healthy Women and Men. Et il explique qu'en fait la testostérone n'est pas du tout liée au désir masculin. Surtout que l'idée que c'est incontrôlable, ce serait un truc qui arriverait là tout de suite, alors que malheureusement on remarque que dans les chiffres en général, les victimes connaissent leur agresseur, qu'ils les identifient longtemps avant, qu'ils les isolent, etc. Donc en fait on n'est pas sur le délire de ce mythe du mec dans l'allée qui va te sauter dessus. Et malheureusement ça résonne énormément avec notre actualité et avec le procès très médiatisé de Gisèle Pelicot. C'est un sujet moi qui m'a beaucoup travaillé dernièrement. En gros son mari la droguait et il l'a donné à des hommes pour qu'ils la violent concrètement. Ça a duré pendant des années avant de connecter toutes les pièces du puzzle. Pendant le procès on a pu voir tout plein d'hommes âgés de 22 à 70 ans, toutes les couleurs de peau, toutes les religions, tout ce que vous voulez. Il y avait des pompiers, il y avait des infirmiers, des journalistes, des gardiens de prison, des militaires, il y avait tout. Et en fait, il y a vraiment ce truc inquiétant de se dire, et qui existe encore depuis MeToo, ce qui est quand même un peu étrange, je trouve. Déjà, l'idée qu'on se fera pas prendre, et c'est un truc de meute, quoi, limite un truc de loup. Ça me fait penser au livre incroyable de Léane Lestrade, où elle revient sur le fait qu'à part coucher avec nous, il y a plein d'hommes qui en fait juste ne nous aiment pas. Cette affaire, elle représente vraiment ça, c'est le désir de soumission qu'on retrouve parmi certains hommes, et qu'on retrouve là complètement dans le personnage de H, qui veut être constamment dans la domination, etc., qui veut pas avoir de sentiments. Et je voulais vous donner un autre chiffre, j'adore les chiffres. Tenez-vous bien. D'après une étude réalisée par l'association féministe Nous Toutes, en 2020, 9 femmes sur 10 déclarent avoir fait l'expérience d'une pression pour avoir un rapport sexuel. Et dans 98% des cas, c'est arrivé plusieurs fois. Ça fait flipper, voilà. Et d'un autre côté, je me dis, on s'inquiète que les jeunes lisent ça, que les jeunes femmes qui sont en pleine construction lisent ça. Et je me dis, mais en fait, c'est juste un reflet de notre société de manière générale. Enfin, moi, je suis pas si étonnée. Enfin, vraiment, le sexe, ça fait vendre. C'est pas nouveau. Il suffit d'aller sur n'importe quelle plateforme de streaming pour voir les tops
Et à chaque fois, il y a des trucs genre, il y a Sex Intention, il y a 365 jours qui est resté sur Netflix en top pendant je sais pas combien de temps, où je crois l'histoire c'est un mec qui kidnappe une meuf, il la met dans son donjon avec plein de jouets et machin, il est en mode le deal c'est que je te garde 1 an et si au bout d'1 an t'es pas amoureuse de moi, je te relâche, mais sinon je te garde, genre... Pardon, parlons aussi des sites porno. Enfin, c'est les sites les plus visités au monde. Parmi les gens qui les regardent, on a 2,3 millions de mineurs. C'est près d'un tiers des gens qui regardent du porno et qui les consultent chaque mois. L'exposition à ces types de contenus, il est de plus en plus jeune. Il se fait de plus en plus jeune, donc ça peut être d'autant plus traumatisant. Et ça pose beaucoup de questions entre les rapports hommes-femmes, comme on en a parlé, surtout après MeToo, et comment est-ce qu'on s'extirpe de cette question de domination. Et j'ai vu un passage que j'ai trouvé intéressant dans l'émission C'est ce soir, qui est daté du 24 septembre 2024, où il y a cette question de comment est-ce que ce qu'on consomme comme média, ça peut avoir une influence sur nos rapports avec les autres, etc. Et il y avait Emma Baker qui a dit un truc que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'elle disait en fait il y a quand même une différence entre regarder un film où tout est pré-mâché et lire un livre où il y a quand même de l'imaginaire. Et pour avoir discuté avec plusieurs jeunes filles qui lisent de la dark romance, bon elles sont quand même très jeunes, moi je trouve ça inquiétant, mais elles me disent je sais que c'est pas la vraie vie, genre j'arrive à faire la différence, etc. Donc c'est quand même plutôt rassurant. Et c'est juste quelque chose souvent en plus qu'elles lisent pour faire partie du même groupe de potes, genre parce qu'en mode tout le monde est en train de le lire. C'est plus un effet de masse. Mais en tout cas, je voulais répondre à une question, c'est pourquoi est-ce qu'on lit de la romance et pourquoi est-ce qu'on lit particulièrement de la dark romance. Pour ça, je suis allée regarder une petite enquête qui a été faite par nos amis de Pabelio auprès des utilisateurs du site, qui était une grande enquête sur la romance. Déjà, bon, avant tout, qui lit de la romance, 94% c'est des femmes, 57% ont moins de 35 ans. Et c'est aussi des grandes lectrices, 95% affirment lire plus d'un livre par mois. Ça explique pas forcément les raisons de pourquoi est-ce que elles lisent ces livres, mais en tout cas ça va moi me permettre de parler plutôt de lectrices que de lecteurs. Et j'ai lu sur Hypothèse un papier écrit par François Fièvre qui est professeur et qui dit: la lectrice de dark romance ne vient pas chercher dans le roman l'approfondissement littéraire d'une vision d'un monde porté par une écriture singulière, mais le retour de clichés déjà vus et appréciés par eux-mêmes dans des livres du même genre. Il ne s'agit surtout pas de déconstruire les stéréotypes, mais de les entretenir pour avoir le plaisir de les reconnaître et peut-être d'y associer des références d'autres livres ou de films déjà vus. Si on a quelques références littéraires ou de films ou quoi, genre H par exemple, il la regarde en train de dormir, j'étais en mode mais t'es Edward Cullen ou quoi. Donc ça vient réveiller d'autres références si on les a, si on lit pas ces livres-là trop jeunes et que c'est pas genre les premiers livres sur lesquels on tombe. Et je voulais vous citer aussi un petit extrait que j'ai lu dans un article de Slate qui dit: les schémas de domination masculine sont en fait présents dans la quasi-majorité des productions culturelles. Ça c'est dit par Ludie Desmolles-Défait, qui est docteure en sciences de l'information et de la communication et spécialiste de la réception de la pornographie par les adolescentes. Cette personne nous dit aussi: mais voilà, on va désigner des produits culturels illégitimes comme la pornographie ou la dark romance. Or, je suis intimement convaincue que ça crée une sorte de contre-feu qui rend plus accessible le sexisme et la violence que l'on trouve dans les films ou les livres plus légitimes. C'est pas parce qu'on fantasme de quelque chose qu'on a envie que ça arrive dans la vraie vie, bien au contraire. Donc est-ce que les livres de dark romance, ça peut être un endroit sain pour explorer justement ces fantasmes? Pourquoi pas? C'est quelque chose de tellement intime et personnel, je trouve que c'est hyper difficile à analyser. Enfin, il y a des gens qui mettent des pornos, il y en a qui lisent des livres, il y en a qui écoutent du porno érotique, ça c'est assez récent et ça émerge depuis quelques années. Il y a des gens qui écrivent aussi des scénarios, je vous ferai écouter un mini témoignage. Je traîne sur des Discord et des chats en ligne un peu, parce que une des façons que j'ai de m'exciter, c'est pas le porno, mais c'est plutôt d'écrire et de faire des scénarios avec des personnes. Donc en gros, j'échange avec des personnes où on fait une ligne et on se fait des scénarios comme ça qui n'existent pas et qu'on a prédéfini un peu avant pour savoir où ça va. Il y a un moment aussi où elle parle de bipolarité, mais en une phrase, j'étais en mode: c'est une maladie. On n'utilise pas ça comme ça pour le délire. En gros, elle dit: mais il est bipolaire ou quoi? Parce qu'il passe d'une émotion à une autre. C'est une vraie question. Mais après, c'est pas revisité ni rien. À un moment, elle le traite d'homme-enfant. Pareil, je suis en mode: mais pourquoi tu utilises tous ces mots bizarres? Et après, tu as envie de coucher avec lui. Genre, moi, j'étais en mode: oh. Et même les fois où il la drague un peu et où il y a des débuts de trucs, j'étais en mode: oh. Genre, j'étais pas du tout en mode: ouh là là, j'ai hâte que cette scène arrive. Genre, j'étais en mode:
oh ça me dégoûte, genre ça m'a pas excité du tout. Mais bon, peut-être il y en a si, et vraiment aucun reproche, chacun son truc. Elle parle de son regard de prédateur. Prédateur. On ne couche pas avec des hommes qui ont un regard de prédateur. Et en gros, le clou du spectacle, on découvre que s'il va pas bien, c'est à cause d'une ex qui lui a brisé le corps, petit chouchou. C'est toujours soit un truc lié à l'enfance, soit lié à ses ex. Bref, pardon, je me moque un peu gentiment de la romance. J'adore en lire et j'aimerais pouvoir en lire plus, mais j'ai du mal à en trouver qui soit bien écrite. Et donc la fautive en question, elle s'appelle Isobel Jones. En gros, c'était son ancienne captive, une captive tranquille, normale. Elle est tombée amoureuse de lui, elle voulait être avec lui. Lui était en mode, moi je ne suis pas un homme qui a des relations. Mais sa mère a forcé le truc pour qu'il soit en relation, et finalement en fait elle était en double agent avec le demi-frère, et celle qui a balancé énormément d'infos pour que le demi-frère puisse reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Ça fait un peu, on cherche des excuses quand même. Arrêtez de monter les femmes contre les autres s'il vous plaît, faut assumer son comportement monsieur. Alors est-ce que c'est dangereux ou pas que les jeunes femmes lisent de la dark romance? Moi ça me fait vachement penser en tout cas à la campagne anti-jeux vidéo qu'on a vu beaucoup aux États-Unis et qu'on entend régulièrement aussi en France. Dès qu'il y avait une tuerie aux US dans les années 90-2000, on se questionnait tout de suite sur ok, est-ce qu'ils jouaient aux jeux vidéo ou pas les jeunes? Et ça me fait beaucoup penser au traitement médiatique de la fusillade de Columbine qui a eu lieu le 20 avril 1999, où tout de suite on a dit oui mais ils jouent aux jeux vidéo et les jeux vidéo ça rend violent, etc. Il y a des études qui prouvent que non, ça n'est pas le cas. Il faut arrêter de dire de la demeure. Voilà. Eh bien écoutez, m'en voilà déjà à la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Honnêtement, ça va. À mon époque, que je dis ça comme si ça faisait 1000 ans, mais moi j'ai lu des trucs bien plus mal écrits sur Wattpad. Je suis retombée sur mon ancien compte Wattpad il y a 1 an, je crois. Je lisais genre des fanfictions sur Nekfeu. Et par contre, il y a un truc dont j'aurais aimé qu'on parle, c'est que de base, si Ella elle est devenue captive, c'était pour aider sa tante qui était addicte au stup et où du coup c'était pour aider à rembourser. Et après on parle plus de cette tante, elle est où la madame? Genre moi je veux savoir ce qu'elle a fait de l'argent. En tout cas c'est pas prêt de s'arrêter là puisque parmi les livres les plus vendus en 2024 on retrouve le premier tome de Lake Stone qui est donc la nouvelle trilogie de Sarah Rivens. Le premier tome amorcé en janvier 2024 occupe la 17e position des meilleures ventes. On retrouve aussi plein de livres de Colleen Hoover et de Morgan Moncombe où là on est plus sur de la new romance quand même. Colleen Hoover c'est pas nouveau, ça fait des années qu'elle est là, elle est quasi indétrônable, elle sort je sais pas combien de livres par an, c'est un vrai délire, il y a plein d'histoires autour d'elle, de sa famille notamment. J'ai lu à une époque certains de ses livres parce que je trouvais qu'ils se lisaient vite, c'était agréable, etc. Maintenant je peux plus, donc je pense, moi c'est plus des personnes comme Colleen Hoover où ça m'inquiète de savoir que t'es potentiellement je crois à la 50, 60... Ouais, pas ça, 60, j'abuse. On va dire entre 40 et 50 ans, quand je vois que c'est des autrices vraiment qui sont plus dans la fleur de l'âge, on va dire ça comme ça, et qui savent très bien par qui sont lus leurs romans, ça m'inquiète. Et ça m'amène à la question de la faute à qui? Est-ce que c'est la faute des autrices? Est-ce que c'est la faute des maisons d'édition? Est-ce que c'est la faute des profs? Est-ce que c'est la faute des parents? En fait, pour moi, il faut un peu que chacun prenne sa part de responsabilité et on aimerait trouver un peu la personne parfaite à blâmer. Et pour moi, c'est un peu tout un système. Déjà, il y a une stratégie qui est mise en place par les maisons d'édition pour rendre ces livres beaucoup plus vendeurs qu'il l'était avant. Je pense à Hugo Roman il y a quelques années. La new romance, c'était bon, le mec à moitié à poil sur la couverture, tu sais à quoi t'attendre. Maintenant, il y a des livres où parfois il y a des campagnes dans le métro. Je me souviens, c'était Guild, qui est une romantaisie. Je la voyais dans le métro, je la passais pendant 1000 ans. Et en fait, si tu n'ouvres pas le bouquin et que tu lis pas quelques pages, tu sais pas que c'est un livre un peu oulala, genre. Ça, je trouve que c'est pas cool, c'est assez mensonger, et du coup, il y a plein de parents qui voient leurs enfants lire et ils disent « Oh bah c'est cool, ma gamine elle lit », alors qu'en fait, genre, tu sais pas ce que t'es en train de lire. Genre, je me souviens d'avoir vu une gamine, franchement, qui devait avoir... Je dis gamine, c'est vraiment pas méchant, c'est juste parce que vraiment, elle devait avoir 10 ou 11 ans. Je la voyais lire À jamais plus, c'est ça le nom du livre, de Colleen Hoover, dans le plus grand des calmes, au resto, et ses parents, ils avaient l'air juste trop contentes parce qu'elle était en train de lire, j'avais envie de dire. Elle est en train d'être traumatisée, votre gosse. Il faut savoir ce qu'elle est en train de lire. Donc il y a cette question-là de surveiller un peu les lectures. Bon, moi, je suis pas parent, donc j'ai pas vraiment mon mot à dire. Mais je sais pas, peut-être, ouais, lire le livre que votre enfant est en train de lire avec vous. Ça peut être une occasion pour poser des questions, de dire est-ce que ça t'a choqué, etc. Les bibliothécaires, moi, j'en ai discuté avec plusieurs qui me disent, bah moi, je les interdis, on les ajoute pas au catalogue, etc. Ou alors, c'est moins de 18 ans,
il faut qu'ils l'achètent avec leurs parents et du coup, en fait, les jeunes, ils reviennent pas. Et en fait, qu'ils aient accès de manière légale, pour moi, c'est bien plus rassurant, qu'ils osent en plus demander, alors que là, ça vient complètement casser la possibilité d'un discours, de dire juste non, t'as pas le droit de lire ça, ça te donne encore plus envie de le lire. Et comme je disais, souvent, c'est des effets de mode, c'est des trucs de groupe, donc si t'es la seule du groupe à pas l'avoir lu, tu te fais un peu mettre de côté par tes potes, donc parfois, c'est même pas une vraie envie. Donc moi, j'ai discuté avec plusieurs libraires, bibliothécaires, et je leur ai dit, mais pourquoi vous faites pas limite des clubs de lecture autour de ce livre-là? Si vous avez plusieurs filles qui viennent vous en parler, même si vous, ça vous fait pas délirer, ce côté pédagogique où au moins elles sont accompagnées avant, on leur pose des questions de est-ce que tu sais bien ce livre de quoi ça parle, est-ce que tu penses que tu as l'âge pour le lire, et que dans l'après, en plus, on peut débriefer, je pense que ça, c'est hyper important. C'est des livres aussi qui vendent, donc moi, ça m'est arrivé dans plusieurs librairies de voir des stands, mais genre partout dans la librairie de Dark Romance. Il y a une librairie, j'ai trouvé ça abusé, genre il y avait 3 stands différents en mode vue sur TikTok, romance, Dark Romance, j'étais en mode c'est bon, on a capté que vous voulez les vendre les livres, y a pas de problème. La tranche d'âge, franchement, c'est pas très clair, ça c'est une vraie question, et ouais, aussi en tant que parent, c'est se questionner un peu plus. Je me souviens, j'ai une libraire qui m'avait dit il y a une gamine qui a acheté Hadès et Perséphone, son père il était sur son téléphone en même temps, il disait c'est quoi ton bouquin, il lui disait t'inquiète pas, c'est une réécriture mythologique, et du coup la libraire était en mode « Allez, tenez, au revoir, bonne journée !» Donc bon, je pense c'est vraiment tout un système. Il n'y a pas une personne à blâmer en particulier. C'est un sujet qui n'est pas évident, c'est pour ça que je pense qu'il inquiète, etc. Moi, la bonne nouvelle que je trouve dans tout ça, c'est que les jeunes lisent. C'est qu'aussi, ils sont vachement attachés au format papier, puisque typiquement Captive, je sais plus où je l'ai mis, peut-être dans le jacuzzi. Captive, c'est accessible sur Wattpad de manière gratuite, ça l'a été en tout cas pendant très très longtemps. Et pour autant, quand c'est sorti en livre papier, les fans, elles l'ont acheté. Donc il y a encore cet attachement hyper important au livre, donc ça c'est bon, c'est rassurant, les manières de lire elles ont changé, mais en tout cas on kiffe encore les livres papier. Ce que je vois de bien aussi dans tout ce débat, c'est qu'on parle enfin du plaisir féminin qui est très tabou chez les jeunes filles. Une fois de plus, à mon époque, et j'ai moins de 30 ans, moi je savais même pas ce que c'était que le plaisir féminin et comment on pouvait s'en occuper soi-même, etc. Je tombais sur des articles de Elle et Marie-Claire de il faut allumer des bougies, mettre de la musique jazz et puis utiliser des huiles, machin, genre j'ai pris vraiment beaucoup de temps avant de comprendre mon corps et ce que j'aimais pas, etc. Je peux vous dire que c'est pas grâce à ces papiers que j'ai touché le paradis. Et pour finir, et prendre un petit peu de recul sur tout ça, je voulais vous recommander des livres. Le premier, c'est Cucu de Camille Emmanuel. Il est trop intéressant. C'est un roman et c'est l'histoire de Marie Couston. Elle est prof de français le jour et le soir, en gros, la nuit, elle écrit de la new romance sous un pseudo. Et du jour au lendemain, sa maison d'édition va lui dire on veut plus que tu fasses de la new romance, on veut que tu fasses de la dark romance. Elle va pas être du tout d'accord. Elle va écrire une scène où son personnage de dark romance se fait étouffer par un petit four. Et le lendemain, il arrive dans son appart, le monsieur version new romance. Et du coup, elle est en mode « Oh merde, j'ai donné vie à mon personnage » et donc il va y avoir tout ce truc où il essaye de se remettre en question. Il est en mode « Mais moi, je veux pas faire mal à ma partenaire, etc. » Donc il y a un côté très attendrissant. C'est une romance, je vous laisserai découvrir. Et on voit aussi un peu les dessous avec la maison d'édition qui a bien conscience « Non, non, tu mets pas millionnaire, tu mets billionnaire », genre qui lui envoie des photos pour s'inspirer genre d'hôtels luxueux, etc. Enfin bref, c'est assez particulier. Ça a été une de mes meilleures lectures de 2024. Je voulais aussi vous parler de 2 essais. Le premier, c'est Crush de Christine Détrez, fragment du nouveau discours amoureux où elle s'intéresse au mot crush qu'on utilise de plus en plus. Elle se questionne, qu'est-ce que c'est le crush? Est-ce que c'est un coup de foudre? Est-ce que c'est un flirt? Et elle pose cette question-là. Et elle fait des entretiens avec des jeunes, des personnes âgées de 13 à 25 ans avec un regard sociologique là-dessus. Ça parle d'amour, de romance, donc je pense que ça peut être un truc assez intéressant en tant que parent, par exemple, à lire pour mieux comprendre les jeunes. Et le dernier, il est un petit peu plus dur, mais c'est aussi un essai, c'est Désirer la violence, ce que la pop culture nous apprend à aimer de Chloé Thibault, où justement elle nous parle de plein de personnages toxiques dans les films, les séries, les livres. Pourquoi est-ce que depuis notre plus jeune âge, on nous fout ces personnages-là? Quel impact ça a dans notre vie? Et du coup, elle nous donne plein d'exemples avec des spécialistes, il y a des historiennes, scénaristes, linguistes, psychanalystes, sexologues, c'est hyper intéressant, ça pose énormément de questions, donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais en tête à vous recommander. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça permettra en tout cas de poser plein de questions. N'hésitez pas à mettre les vôtres dans les commentaires tant que ça reste respectueux. J'imagine que cette vidéo est démonétisée, donc n'hésitez pas, ça ferait plaisir si vous voulez faire un petit tour sur mon Patreon. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!